Mon cher Philippe, Cher Alexander, ça me fait très plaisir d'être ensemble avec toi aujourd'hui pour parler de cette magnifique tétralogie qu'on va réaliser en version concert sur la scène de Bastille partagez. très prochainement. Et de parler là à nos mécènes, à notre public, surtout de cette tétralogie, mais aussi de ton parcours professionnel et personnel avec cette œuvre immense et magnifique. Alors on va commencer avec quelques questions et après on verra où on va arriver. Effectivement, cette tétralogie a été prévue d'abord en version scénique, ce qu'on a dû abandonner déjà au printemps parce que c'était clair qu'on n'arrivera pas à répéter cette version scénique, mais on avait décidé de maintenir des versions de concert pour vraiment mettre à terme ton mandat de directeur musical avec cette œuvre majeure, un mandat qui a débuté en 2009 et qui se termine malheureusement, si je peux dire, là avec cette tétralogie. Quelle importance pour toi ont ces œuvres à l'heure actuelle et le fait qu'on les joue, qu'on a réussi à arriver jusque-là? Bon, comme tu dis, on est tellement triste et navré qu'on ne joue pas la version scénique. C'était vraiment un grand projet, et surtout à la fin de mon mandat ici avec le travail. Évidemment, ça ne pouvait pas se faire, mais la musique est tellement forte et importante, et l'œuvre est tellement importante, et surtout dans nos temps qui posent beaucoup de questions socialement, politiquement, économiquement, moralement, et toutes ces questions sont posées déjà dans la tétralogie. Et surtout dans une période où on est plutôt obligé, quelquefois pour des bonnes choses, de jouer plutôt en petite formation. On a fait les symphonies de Mozart, on fait un peu plus de musique baroque et des choses comme ça, ce qui est une très belle chose. Mais de pouvoir quand même, si possible, et c'est possible avec toutes les choses qu'on fait pour le réaliser, et vous le faites dans la maison pour qu'on puisse le faire, de jouer ce grand testament quelque part sur l'humanité et sur les questions humaines et aussi musicales, bien sûr. Je parle comme chef d'orchestre. C'est tellement important pour même si on n'a plus un public maintenant direct, c'est quand même de partager cette vision qui était écrite il y a 150 ans, mais qui compte encore plus dans nos jours. C'est des sujets humain éternel et bien sûr musical aussi. C'était clair pour moi aussi je ne voulais pas partir sans rien faire juste à cause des travaux ou juste à cause du Covid. C'était aussi là pour la maison, pour être là pour notre magnifique orchestre et pour notre public, de dire voilà, c'est ce qu'on peut faire, ce qu'on peut réaliser, surtout avec ce chef-d'œuvre, c'est central. C'était une évidence qu'on le fasse aussi en version concert ou aussi en version d'enregistrement. Parce que, oui, je crois fondamentalement que dans cette musique, tout le théâtre joue dans la musique. C'est fort possible. Bien sûr, ça aurait été génial de faire ça en version scénique, mais on peut quand même très bien vivre la tétralogie sans la mise en scène, parce que le théâtre est dans l'orchestration, dans l'orchestre, et aussi bien sûr dans le chant. On a une distribution magnifique, que j'étais tellement fier et tellement content d'avoir pu rassembler les grands artistes de notre période, et une nouvelle génération de chanteurs wagnériens. Que c'était tellement clair qu'on devrait le faire et que ça se transportait de toute façon. Parce que ce n'est pas ta première en tétralogie à l'Opéra de Paris, c'est ta deuxième.
Si on veut, même la troisième, si on parle de la reprise en 2013. Ouais, ouais. Peut-être même la troisième alors. Ouais. Alors, quand tu avais pris tes fonctions ici en 2009, les musiciens n'avaient jamais joué la tétralogie. Alors, pourrais-tu nous parler un peu de ce voyage que vous avez fait ensemble au cours de cette décennie? Oui, c'était Nicolas Joël à l'époque qui m'a offert mon poste avec la tétralogie. Et bien sûr, on se posait la question, est-ce que c'est une bonne chose de commencer directement avec la tétralogie? Peut-être c'est bien d'abord de faire la connaissance de la maison plus profondément, etc. Mais à la fin, on s'est dit non, on aimerait bien y aller, c'est un projet assez fort et c'était assez important de le faire parce que déjà pour moi, comme directeur musical, ou premier directeur musical, vrai directeur musical depuis Chung, alors c'était une longue période, c'était important de faire connaissance des deux équipes de l'orchestre. Comme on a deux équipes, les verts et les bleus, dans notre maison, il faut aussi avoir une possibilité de trouver un lien à la même hauteur. Hein. Je ne peux pas faire avec une équipe Wozzeck et l'autre le Barbie en civil, il faut, ou Tosca. Il faut trouver un équilibre et, sur deux saisons, parce qu'on a créé ça en 2010 et 2011. C'était déjà un voyage pour faire connaissance de l'orchestre, mais aussi de trouver une façon de travailler avec l'orchestre, de mettre en place un travail, mais aussi un travail sonore. Comment on veut jouer Wagner à Paris avec cet magnifique orchestre, un orchestre français dans le meilleur sens. Qu'est-ce que nous, on peut donner à cette œuvre ou qu'est-ce qu'il faut aussi travailler, justement, parce que tu as dit que l'orchestre n'a quasiment pas joué la tétralogie. On m'a dit à l'époque que, je crois, la vraie dernière tétralogie, c'était à Garnier en 57 avec Knappertsbusch. Alors quand même un grand héritage qu'il a fait. Et je sais chez Liebermann que Scholti a essayé avec, d'abord, je crois, c'était Peter Stein et puis Klaus-Michael Gruber. Ils ont fait le début, hein, l'Or du Rhin et la Valkyrie, et puis ils ont abandonné parce que ça ne marchait pas et tout le monde a quitté ce projet. Alors c'était déjà une grande opportunité depuis très très longtemps avec un orchestre qui sait très bien jouer Wagner, mais comme on a vu le Tristan il y a 15 ans, avec Salonen et d'autres chefs aussi, très bons chefs, mais qui n'a jamais joué ce répertoire. Et c'était une grande chance. Oui. Parlons peut-être un peu plus des deux choses. Déjà, de ce projet wagnérien que tu as entrepris ici avec l'orchestre, parce que ce n'est pas seulement la tétralogie, il y a d'autres œuvres, mais aussi du son français et comment un orchestre français joue du Wagner. Oui, j'étais un peu influencé, bien sûr, du côté de mon père, hein, Armin Jordan, qui était connu avec son Parsifal, avec le film de Silverberg. C'était un grand chef wagnérien et il avait une façon de diriger Wagner qu'on n'était pas habitué d'entendre partout. Hein. Il avait un sens pour Wagner qui venait de l'impressionnisme, de la musique française, de Debussy, mais aussi de l'opéra français du 19e. Hein. C'est parce que Wagner a pris beaucoup de l'opéra français du 19e quand il était à Paris. Alors déjà là, j'étais un peu plus, comment on dit, influencé de ce côté-là, mais n'oublions pas non plus Pierre Boulez, bien sûr, comme grand chef d'orchestre qui a donné déjà une clarté à ce répertoire qui n'existait pas avant. Alors pour moi, c'était vraiment une chance parce que je ne suis pas quelqu'un qui aime les stéréotypes et les clichés, hein. C'est-à-dire, comment on dit, Verdi façon place de l'opéra ou Wagner façon Bayreuth et jouer tout lourd et intense. Bien sûr, il faut le cultiver, le style wagnérien, mais aussi j'ai compris qu'un Wagner plus transparent, plus clair, plus lumineux, plus
plus humain quelque part, ouais, qui pas dans les clichés stéréotypes, m'intéresse beaucoup plus. Et c'était une grande chance d'avoir un instrument de toute première classe qui, avec la sonorité française, pouvait donner quelque chose à ce répertoire. C'est-à-dire les cordes déjà, il y a jamais une force, même dans le fortissimo, il y a toujours une transparence dans leur jeu. En parlant de la petite harmonie, chaque orchestre français, et bien sûr le nôtre, a une finesse, une justesse, une homogénéité, une virtuosité pour jouer ce répertoire et qui peut être aussi être une chance d'alléger un peu le son chez Wagner pour donner un peu plus de couleur et variation dynamique pour le chant, que les chanteurs ne sont pas toujours obligés de chanter fortissimo, ce qui est la règle dans le chant wagnérien. Et franchement, ça m'intéresse pas seulement, bien sûr, quand il faut qu'on y va, mais pas seulement. Et ça, c'était une grande chance. Alors, dans notre version, cette fois, le théâtre est dans l'orchestre, puisque nous sommes en version concert. D'une certaine façon, alors toi, tu n'es pas seulement le chef, tu es aussi le metteur en scène. On pourrait dire le chef est toujours un peu le metteur en scène. Merci. Ce n'est pas tous les directeurs qui disent ça. Merci, Alexandre. Dans tous les cas. Mais ce qui m'intéresse, parce que tu as vécu avec cette œuvre pendant très longtemps, comment ta vision de l'œuvre a évolué depuis la première fois que tu l'as rencontré, l'as répété, parce que j'imagine que tu l'as peut-être répété avant de le diriger. Absolument. Comme pianiste. Comme chef de chant, oui, absolument, répétiteur. Bon, évidemment, mes premières impressions, c'était, j'avais 8-9 ans, c'était les disques chez mon père et les partitions. Alors on plonge déjà dedans dans sur l'histoire, sur le mythe, sur l'aspect conte-fait, tout ça qui parle et qui est déjà transmis dans pas mal de pages de la partition qui peuvent même parler à un enfant. Et quelqu'un qui connaît et n'aime pas Wagner, ça, le début de l'Or du Rhin ou la chevauchée de la Valkyrie, ça parle tout de suite, c'est très clair. Après, bien sûr, ça m'a intéressé de plus en plus avec les études et sur le piano. Et j'étais, je crois, à l'Opéra de Zurich, il y avait une tétralogie où j'étais, comment on dit, hospitant, comment on dit, j'étais un stagiaire. Quelque part pour suivre les répétitions. Là, j'ai déjà beaucoup appris. Mais surtout, les vrais premiers pas, c'était au Châtelet. En 1994, j'étais assistant de Jeffrey Tate. Sur la tétralogie, j'ai joué tout Siegfried et tout Crépuscule. Alors là, c'était une chance énorme d'entrer dans la façon de travailler. C'était chez Jeffrey Tate surtout la façon comment travailler sur les chanteurs, avec les chanteurs, sur les dynamiques, sur le texte, sur les doubles sens des textes. C'est pas seulement de bien prononcer, c'est déjà une chose qu'il a fait beaucoup attention, ce qu'on oublie très vite. Mais aussi de donner à chaque, comme tu as dit, comme un metteur en scène qui fait ça très souvent aussi, de voir ce qui est en dessous d'un dialogue, dans un discours, dans un texte. Après, bien sûr, j'étais assistant de Daniel Barenboim au Staatsoper unter den Linden à Berlin. J'ai pas fait la tétralogie avec lui, mais j'ai fait plein d'autres Wagner avec lui. Et là aussi, lui allait dans le même sens, un peu comme Jeffrey Tate, mais aussi avec un savoir énorme sur l'orchestration, sur comment travailler avec un orchestre, comment obtenir une certaine sonorité, oui, surtout aussi sur le son allemand qu'il avait dans l'héritage de Furtwängler, de Klemperer, qu'il connaissait très bien, mais aussi, bien sûr, de Bayreuth, la façon de jouer dans la fosse. Et puis, je crois la première grande chance pour moi-même, c'était une reprise à l'Opéra de Zurich. C'était la tétralogie dans la mise en scène de Bob Wilson.
J'avais la chance en 2008 et 2009, dans cette saison, d'apprendre et travailler toute une reprise de la tétralogie dans toute une saison. J'ai réservé toute cette saison pour l'apprendre. Et c'était une chance extraordinaire parce que l'Opéra de Zurich, c'était une façon de jouer qui m'intéressait beaucoup. Parce que c'est une petite maison, c'est 1200 places maximum. Et comme ça, l'orchestre doit jouer d'une façon qui ne peut pas écraser ni les chanteurs ni les oreilles des spectateurs. Et Franz Welser-Möst, qui était là depuis très, très longtemps comme directeur musical, a formé cet orchestre comme une équipe de musique de chambre quelque part. Ils avaient une façon, et j'ai découvert un orchestre qui savait vraiment jouer les nuances qui étaient écrites dans la partition. Et je veux vraiment dire, c'est pas que ce qu'on connaissait à l'époque. Il y avait la grande époque où l'orchestre joue fort et quand les chanteurs entrent, on joue un peu moins fort. Ouais. C'était déjà Boulez qui a déjà changé pas mal de choses à Bayreuth. Déjà dire, c'est pas que comme ça, c'est quand même intéressant ce qui se passe. Pourquoi la trompette qui a un motif important joue fortissimo et les violons jouent pianissimo et des choses comme ça, qu'on trouve aussi une texture plus intéressante. Et ça, c'était à Zurich la première chose qui m'intéressait. Et aussi avec des chanteurs, beaucoup de débutants, où on pouvait vraiment chercher, pas que des chanteurs qui connaissaient déjà, on fait très vite une répétition et on y va tout de suite, mais on pouvait entrer vraiment dans le texte et dans les situations. Et ce travail a bien sûr continué, bien sûr avec un vrai cycle, avec une vraie nouvelle mise en scène ici à l'Opéra de Paris, avec Günther Kremer et aussi une très belle distribution. Là, c'était le contraire. Là, il fallait apprendre un peu remplir une grande salle. Ouais. Alors, c'est une autre façon. J'étais peut-être un peu trop proche à la partition, à l'heure du Rhin, mon premier heure du Rhin. Je dis oui, c'est ça ce que je veux, mais ça ne marche pas trop dans la salle de Bastille. Et parmi les spectacles, on pouvait essayer de laisser jouer un peu plus fort un groupe là ou un groupe là. Et heureusement, il y a d'autres productions, Valkyrie, etc., où on peut travailler là-dessus. Et puis, je crois le plus grand changement, c'était Bayreuth. Bien sûr. Parce que je me rappelle, j'étais entre l'Or du Rhin ici et Valkyrie, je faisais mes premiers maîtres chanteurs à Zurich. Et j'ai passé un week-end à Berlin et puis l'Opéra de Zurich m'a dit il y a un problème parce que en Islande, le volcan évite, comme on sait tous, on ne peut plus prendre l'avion, etc. Alors j'ai dit, aïe, 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 qu'est-ce que je fais? Je ne voyage jamais le jour d'un spectacle, et surtout pas avant 6 heures de Meistersinger. Alors oui, on peut vous organiser maintenant, il faut que vous partiez dans 2 heures. Alors, vous prenez une voiture, on vous organise une voiture. Alors c'était très bien organisé de l'opéra. Et puis j'ai fait tout le tour. Je suis passé Berlin, puis Leipzig, la ville natale de Wagner. Tout d'un coup, je passais Bayreuth, et je dis, ah oui, j'ai jamais été là. J'ai juste l'autoroute, puis Nuremberg, et puis la Suisse qui était très important aussi pour Wagner aussi. Oui. Alors toute la route quelque part. Et là, je me suis dit, après la Valkyrie, c'est quand même bizarre, je fais la tétralogie et je connais une grande partie de la partition, je ne connais pas, c'est l'acoustique de la fosse de Bayreuth. Et moi, j'ai toujours évité Bayreuth parce que j'ai pensé c'est quelque chose que faut pour les fanatiques et les mélomanes. Et voilà, c'était toujours, je me suis un peu méfié. Mais je me suis dit, il faut quand même y aller. En plus, je connaissais bien Eva Wagner qui a juste pris le poste à l'époque. Et c'était la dernière tétralogie de Telemann qui m'intéressait beaucoup. Alors j'ai dit, c'est le moment, il faut que j'y aille. Elle m'a tout de suite donné des places pour des générales. Et là, tout d'un coup, j'ai compris beaucoup de choses, beaucoup d'instruments qu'on n'entendait pas, on entendait beaucoup plus, beaucoup d'instruments comme les cuivres, le thème de Valhall par exemple, dans l'Or du Rhin, qui est assez présent dans une fosse ouverte, est tellement lointain, et je dis mais il joue où ça? C'est en coulisses ou c'est quoi? C'est comme, tout d'un coup je me suis dit, ah oui, les cuivres, Valhall, c'est pas réel. C'est divin, c'est quelque chose c'est une idée.
ou quelque chose comme ça. C'est pas juste un château fort en parlant du théâtre invisible dont parle Wagner. Et justement, juste après ça, déjà, j'ai pu un peu adapter mon travail à ça, et surtout le Parsifal que Eva et Katharina Wagner à l'époque m'ont offert, la reprise. De connaître la façon de travailler dans la fosse de Bayreuth a vraiment changé toute la perception sonore, mais aussi au niveau des tempi. Ouais, c'est-à-dire chaque chef wagnérien qui commence, et surtout les jeunes, aiment bien se baigner dans le son de l'orchestre. Et là, on a compris que Wagner détestait ça. Ouais. Si on voit tous ces remarques pour les assistants, pour les chefs, pour les chanteurs, pour lui, c'était plutôt du théâtre, c'est-à-dire que c'est des dialogues. Alors, il préférait plutôt des tempi rapides. On m'a dit même à Bayreuth que Laure Durin, qu'il a dirigé lui-même, la Générale Piano, a duré 2 heures et 3 minutes. Ouais, alors moi, en plus vite, j'arrive à 2h17 ou 2h15, qui est déjà très vite. Mais on connaît combien à 2h30 ou 2h45. Alors et ça, c'était vraiment une leçon très importante, c'est-à-dire de prendre les tempos dans le rythme de la langue parlée, de prendre non plus les tempi vite, trop vite, parce que dans une acoustique couverte, tous les détails se perdent. Et c'est très formateur pour diriger Wagner, mais c'est très formateur pour tout en principe. Hein. C'est même pour une symphonie Beethoven. Hein. On aimerait toujours prendre les tempi lents trop lents et les tempi vite trop vite pour faire des contrastes, mais ce n'est pas ça qui est intéressant. Là, on apprend vraiment le métier, et je crois que c'est surtout ça qui a beaucoup changé. Oui, j'aime beaucoup cette analogie du rythme de la langue parlée et le rythme et le tempo de la musique. Exactement. Ouais. Parce que si on l'observe, ça devient tout à fait naturel. Pas seulement chez Wagner, aussi chez d'autres compositeurs. Exactement, c'est pour ça sert à Mozart. Depuis ça, j'ai changé beaucoup de choses chez Mozart aussi. Et aussi dans le symphonique, ça va dans beaucoup. Wagner, c'était tellement universel, il savait tellement de choses. Et bien sûr aussi dans la musique, hein, si on est obligé de se mettre sur cette chaise dans la fosse de Bayreuth, on doit se reposer tellement de questions, et aussi avec beaucoup de modestie aussi, parce que on ne va pas à Bayreuth pour dire moi je fais comme ça. Hein, avant qu'on fait ça, il faut d'abord comment je réussis dans cette acoustique très très bizarre pour servir au mieux à cette œuvre. Après, il y a toujours des choix personnels qu'on fait, mais cette fosse, c'est comme un cerveau hein, qui va en dessous de la scène. Et on se met comme capitaine dans ce cerveau et il nous force de penser comme Wagner, chef d'orchestre, qui était un des premiers grands chefs d'orchestre. Commençait. Ouais. Oui, après ça, c'est des expériences évidemment qui influencent tout ton travail après. Absolument. Justement, hein, quand je fais un cycle des symphonies de Beethoven, c'est la même chose, mais aussi de voir les problématiques, par exemple, d'une distribution wagnérienne. Hein, on avait une belle distribution en 2009-10, un peu mieux en 13, et maintenant, on a vraiment, avec l'expérience, on a aussi la chance de réfléchir qu'est-ce qui marchait à l'époque, qu'est-ce qui marchait moins bien, où sont les risques. Et avec l'expérience, on peut vraiment, et c'est pour ça que j'y tiens à ce cycle, de trouver une distribution d'une homogénéité. Et pas seulement homogénéité vocale, mais aussi d'une homogénéité musicale ou de personnalité, qui savent travailler d'une certaine façon. Alors, ce n'est pas que des gens qui aiment produire des belles sonorités. Ça ne m'intéresse pas seulement, sauf si c'est une voix qui est tellement bouleversante, c'est fort possible. Mais qu'est-ce que ce chanteur peut obtenir avec un texte? Comment il peut colorier un texte? Comment il peut chuchoter une note? Comment il peut travailler? Je donne toujours cette
Cet exemple, à l'époque, je le disais déjà, c'est Vogelin dit Lugt, Schwestern, die Weckerin lacht in den Grund. Hein, le soleil regarde dans le fond pour voir illuminer l'or du Rhin. Et le Grund. Alors, hein, déjà, si on est un chef un peu plus exigeant, on dit excusez-moi, c'est trop fort. Alors, vraiment, presque chuchoter parce que vous êtes bouleversé de la nature. Et après, le T de Grund, hein, il faut le prononcer parce que. Hein, mais si on s'arrête là, c'est déjà bien. Mais si on dit est-ce que c'est un Grund ou Grund ou Grund, il y a tellement de nuances à jouer avec. Et si on a une distribution avec pas mal de chanteurs que je connais, ou dans des auditions, j'ai compris qu'ils comprennent cette façon de travail, on peut trouver une nouvelle génération de chanteurs wagnériens, jeunes, déjà arrivés, qui ont chanté ça un peu partout, mais pas encore trop dans la routine. Et c'est pour ça qu'on a la chance avec Ian Patterson, hein, comme Wotan, qui a cette formation, Martina Serafin et Ricarda Mervet, Andreas Schager, hein, qui vient de l'opérette, hein, et depuis 5 à 10 ans, il s'est retourné à ce chant. Jochen Schmeckenbecher, magnifique comme Albrecht, et plein d'autres, je ne peux pas les citer tous, hein, mais aussi de trouver un trio des figurins ou un groupe des Valkyries équilibré. Hein. Très souvent, on se concentre toujours sur les 3 premières Valkyries, pour les Royal Toro, que les notes sont bien là. Mais qui s'occupe de Schwertleit et Grimgerd, les voix basses, hein, c'est alto, hein, je dis basse, mais c'est tellement impressionnant et il faut vraiment jouer avec. Il faut savoir que Waltraud et Ortlin, par exemple, c'est des 2 Valkyries dans le milieu, mais il faut avoir les plus grandes personnalités. C'est des nouvelles Sieglin, des nouvelles Frika qui se combattent aussi scéniquement. Pour obtenir plus de théâtre dans la pièce. Alors c'est pour ça que j'y tiens tellement à ce projet, parce que c'est vraiment une chance. Très bien, parce qu'évidemment, à l'époque de Wagner, il n'y avait pas encore des chanteurs wagnériens. Justement, c'est ça. Ouais. C'est lui qui les a formés, et pour nous, d'avoir cette opportunité de former une nouvelle génération de wagnériens, je me rappelle que Graham Clark, qui était un mime extraordinaire, hein, m'a dit une fois, parce que ça c'était l'équipe Barenboim, à l'époque Barenboim, Chéreau, etc., Harry Kupfer, et il a dit, à l'époque des gens disaient, il n'y a plus ces chanteurs-là, hein, il n'y a plus la Nilsson, il n'y a plus ça, il n'y a plus ça, les Rother, etc. Et apparemment, ils ont dit, Wolfgang Wagner, Barenboim, ils ont dit, oui, mais il faut les trouver. Alors, hein, et ils ont formé une nouvelle génération, ce qui était John Tomlinson, c'était Deborah Polaski, c'était Graham Clark, Günther von Kahn, etc. Alors, nous, on a la nouvelle chance, au fil de notre temps, qui a changé aussi. Hein. C'est notre génération, c'est une autre façon, et c'est une grande chance. Et je suis ravi de voir des chanteuses comme Martina Serafin ou Ricarda Merpet, très différentes voix, très différents caractères, mais qui chantent avec tellement de poésie et de savoir et de charme et de textes qui étaient, même la dernière génération n'était pas encore comme ça. Et ça me parle beaucoup. Ouais. Il y a un dernier sujet qu'on n'a pas évoqué encore, mais qui est pas seulement intéressant, mais important pour ici, c'est Wagner et Paris. Grand sujet. Grand sujet. Et Wagner, il était très attiré par cette ville, qui à l'époque était la capitale mondiale de la musique. Le centre de l'opéra. Il voulait vraiment réussir ici. Il y a beaucoup à dire. Tu m'as raconté une histoire l'autre jour que je trouvais très très drôle et je pense qu'il faudrait la partager avec notre public. C'est que Wagner il réalisait un chant et piano de la favorite de Donizetti. Oui, c'était, je crois, quand il est venu de Riga et voilà.
a enfui de Riga pour les raisons financières, comme on sait toujours. Et puis enfin à Paris, et voilà, personne ne le connaissait et tout ça. On entendait, il faisait des belles choses à Dresde, à Leipzig, etc. Mais sans plus. Alors, il n'avait pas d'argent, il avait besoin de l'argent et il a fait le premier chant de piano de La Favorite. C'est extraordinaire quand même. Et bien sûr, pour lui, et comme pour tous les grands compositeurs d'opéra, Paris, c'était le centre, centre du monde. Et comme tout le monde, il voulait y réussir. Et il a essayé ça toute sa vie jusqu'à ce scandale de Tannhäuser. Une fois il y avait ce scandale, il est parti et puis il a trouvé Bayreuth et puis il s'est plutôt intéressé à l'Italie. La France, c'était fini là. Et puis il a trouvé son succès là-bas, à Bayreuth. Mais Paris, jusqu'à ce moment-là, et surtout, bien sûr, Meyerbeer. Et je crois que c'est aussi intéressant de parler que c'est un grand mythe qu'on croit que Meyerbeer a tout fait pour éviter le succès de Wagner. C'est Wagner qui a beaucoup distribué ce mythe. Si on lit tous les lettres de Wagner à Meyerbeer, du jeune Wagner, c'était plein de respect et avec beaucoup de remerciements pour tout ce que Meyerbeer a fait. Il a présenté à l'Opéra de Paris, il a même essayé de donner des chances. Et aussi dans tous les sources de Meyerbeer, on ne trouve aucune phrase où il dit où il se plaint de Wagner, de ce qu'il dit, ce qu'il écrit. Et il y avait plein de raisons, surtout son essai, le judaïsme dans la musique, c'est très très problématique. Et même ça, Meyerbeer n'a jamais dit quelque chose ou critiqué. Et c'est intéressant de voir que je crois que déjà qu'il n'a pas réussi à Paris, il a trouvé quelque part un ennemi, où il a dû créer quelque chose pour peut-être pour sa confiance en lui-même, pour dire moi je sais faire ça, je suis bien, Meyerbeer, c'est tous les banquiers juifs et tout ça. Il crée un grand ennemi pour, malheureusement il faut le dire, pour motiver de la créativité. Et malheureusement, il faut en parler aussi que l'antisémitisme, c'est un peu partout dans son œuvre. Ça commence avec le Fliegende Holländer ou le Holländer et Ahasver, le juif errant, et bien sûr aussi les Nibelungen, c'est les banquiers juifs quelque part. Heureusement, et c'est pour ça on pardonne cette musique, et Wagner le dit lui-même, la créativité, l'humanité, la musique surpasse ces sujets initiaux. Ça surpasse la musique, il commence à sympathiser avec ses propres figures. Alberi, c'est pas que le méchant dans la tétralogie. Oui, au début, oui, dans les premiers essais, mais déjà dans le texte, c'est beaucoup plus subtil. Et il y a quand même, on sent la douleur de Alberi, de ne pas pouvoir être aimé et tout ça, la haine qui développe contre le monde. Et Wotan, c'est la même chose. Wotan, c'est pas le dieu parfait. Il est plein. Loin de là. Loin de là. Il n'est pas fidèle à sa femme. Il se fait construire une grande maison sans l'argent. Alors, il a besoin d'un avocat très
comment on dit, douteux Malin. comme Loge. Et il se croit aussi, quand il prend l'anneau de Alberic, il se croit même dans le droit. Hein, c'est incroyable. Alors, on connaît pas mal d'exemples politiques qui agissent de la même façon aujourd'hui. C'est beaucoup plus... C'est-à-dire le sujet et la créativité surpassent. Hein. Même chose Kundry dans Parsifal. Kundry, c'était une femme juive qui a ri sur Jésus-Christ et qui est condamnée, mais il trouve une grandeur et une empathie pour elle qui le surpasse. C'est pour ça que cette musique est grande. Mais pour revenir à Paris, malheureusement, c'était un traumatisme qui était très fort pour lui. Et même ce Tannhäuser, c'est quand même, il faut aussi un peu, on sait qu'il y avait ce scandale. Mais pourquoi il y avait ce scandale? Ce n'était pas Meyerbeer qui a évité, c'est aussi un mythe, hein, c'était les messieurs du Jockey Club qui ne pouvaient pas comprendre pourquoi on met le ballet au premier acte qu'au deuxième acte. Parce que les messieurs du Jockey Club vont d'abord pour le dîner et puis vont voir leur étoile de danse danser pour les inviter chez eux après. Et Wagner n'a pas fait ça, alors c'était un no-go, ça ne se fait pas. Alors, il y avait même beaucoup de succès dans ces spectacles. Hein. Même quand il y avait les sifflets et tout ça dans le spectacle de Tannhäuser, il y avait beaucoup d'autres gens qui disaient « Taisez-vous, on veut écouter ce spectacle ». Et j'adore cette phrase que Charles Gounod a dit, parce que ça partait dans tous les sens. Tous les journaux du monde ont écrit de ce scandale à Paris. Et Gounod a dit ah, j'aimerais bien avoir un tel, comment on dit, Misserfolg, flop, Échec, hein, oui, échec dans ma carrière où tout le monde en parle. Alors, c'est quand même Charles Gounod qui a dit ça, ça me plaît beaucoup. Ouais. C'est comme Beethoven qui disait « J'aurais bien voulu écrire le Barbier de Séville ». Ça, je ne connaissais pas, mais ça me plaît beaucoup aussi. Mais je pense que c'était pour ça. Il aurait eu besoin. Ouais. Oui. Ouais. Bon, écoute Philippe, merci pour ce magnifique parcours de la tétralogie et de Wagner, très enrichissant. Merci beaucoup. Merci Alexander. Et bonne chance pour le spectacle. Absolument, on croise les doigts, exactement. Un très très beau projet.